Dès les premières lueurs de l'aube, les chasseurs mettent en place leur filet, le plus souvent au sol comme ici. Les raies sont camouflées à l'aide de buissons et d'herbes sèches. Les appelants sont stratégiquement installés à la périphérie. À une trentaine de mètres de là, les tendeurs aménagent un abri de fortune dans lequel ils attendront patiemment l'arrivée des oiseaux. De là, ils contrôlent les cordes qui permettent de refermer le piège. Les premiers à se présenter sont de jeunes chardonnerets. Ils semblent totalement indifférents aux dispositifs mis en place et aux appelants enfermés dans les cages. L'un des oiseaux se laisse finalement tenter et s'avance imprudemment au milieu du piège. Les chasseurs ne déclenchent pourtant pas le mécanisme, car ils espèrent que le jeune téméraire sera bientôt rejoint par un ou deux de ses congénères. Un deuxième oiseau est entré dans le filet. Le piège se referme instantanément. Les piégeurs actionnent depuis leur cachette le perchoir de l'appelant central pour donner l'illusion d'un oiseau venant se poser pour manger. Un chardonneret sauvage arrive. Les chasseurs attendent un peu car ils ont repéré la présence d'un autre oiseau dans les parages. Une fois le piège refermé, il faut faire vite. Il arrive souvent qu'un oiseau capturé parvienne à se libérer et à s'échapper. Seuls les mâles peuvent être conservés et chaque chasseur a droit à un nombre d'oiseaux bien déterminé. Il est donc capital de savoir distinguer les sexes de chaque espèce. Nous avons ici 3 spécimens typiques de chardonneret. Il s'agit d'un mâle adulte, d'une jeune femelle qui est en train de faire son plumage d'adulte et d'un jeune mâle immature. Comme vous pouvez le voir, chez le mâle adulte, le rouge passe derrière l'œil. Ce n'est pas le cas chez la femelle. Le rouge reste au niveau de l'œil, sans aller plus loin. Il ne dépasse pas la ligne de l'œil, comme chez le mâle. Le dessus de l'aile, chez le mâle, est de couleur noire, comme vous pouvez le voir. Chez la femelle, le bord de l'aile est beaucoup plus clair. Il n'est jamais noir, comme chez le mâle. Si l'on regarde le jeune mâle immature, on voit que les plumes noires sont déjà en train de sortir. On les voit apparaître. Il aura bientôt tout le bord supérieur de l'aile noire. C'est la principale différence de plumage entre le mâle et la femelle chardonneret. Les spécialistes reconnaissent également les jeunes mâles à leur moustache plus marquée. C'est ainsi que l'on appelle la ligne sombre qui entoure le bec des immatures.
Il est beaucoup plus facile de distinguer les sexes chez la linotte ou chez le verdier. Nous avons ici deux linottes. À gauche un mâle et à droite une femelle. La femelle est plus claire, le mâle plus sombre. Quand on regarde l'aile, on s'aperçoit que chez le mâle, le blanc remonte jusqu'en haut des rémiges, contrairement à ce qui se passe chez la femelle. Le blanc de l'aile est disposé en bandes plus étroites que chez le mâle. Cela permet de distinguer assez facilement les deux sexes. Nous avons ici une femelle de verdier. On distingue le mâle de la femelle de la même façon que chez la linotte. Ici, par exemple, on voit que le jaune ne remonte pas jusqu'à la naissance des rémiges. Chez le mâle, le jaune va beaucoup plus haut. On peut même faire la distinction au nid. On arrive à repérer les mâles à ce détail, avant même qu'ils ne sachent voler. Chez le verdier, c'est très facile de faire la différence, au sol et même en vol. Le mâle a beaucoup plus de jaune, y compris dans la queue. Les plumes de la queue sont teintées de jaune beaucoup plus haut chez le mâle. N'importe quel amateur peut vous dire, en voyant un verdier à 15 mètres, si c'est un mâle ou une femelle, simplement au plumage. De juillet à octobre, les jeunes de l'année de la plupart des espèces font leur mue, c'est-à-dire qu'ils perdent progressivement leur plumage d'immature pour revêtir la livrée de l'adulte. Ils devront toutefois attendre le printemps et la période nuptiale pour se parer de plumes plus éclatantes encore. Avec les premiers frimas, la péninsule ibérique voit arriver un grand nombre d'oiseaux venant du reste de l'Europe. Cette invasion pacifique donne lieu à une deuxième période de tendrie, dite au passage, puisqu'elle vise plus particulièrement les migrateurs. Les oiseaux s'assemblent en bandes nombreuses. Ils semblent pressés de reprendre des forces avant de poursuivre leur voyage vers le sud. Virevoltant dans les airs, ces oiseaux de passage semblent exécuter un ballet survolté. D'octobre à décembre, selon les zones, les piégeurs espagnols peuvent capturer un nombre limité d'oiseaux migrateurs. Ils utilisent souvent à cette époque des filets dits napolitains. Ce type de filet ressemble beaucoup aux raies employées pour la chasse d'été. Ils sont toutefois un peu plus efficaces et se fixent au sol à l'aide de sardines. Le piège est méthodiquement installé. Filets, piquets, sardines, cordelettes et appelants sont mis en place. Du soin apporté à l'installation du dispositif dépend la réussite de la chasse, et donc les chances de succès de l'amateur lors des concours d'oiseaux chanteurs.
On vérifie ensuite que les filets se referment bien. Puis ce sont les dernières finitions, les petits détails qui ont leur importance. Les aplants sont enfin installés à la périphérie dans des cages et au milieu du piège sur des perchoirs. Le soleil nous avertit de l'arrivée imminente des oiseaux sauvages. Les aplants se mettent à l'œuvre. Sans eux, l'entreprise serait vouée à l'échec. Un serin se présente en premier. C'est certainement l'espèce la moins prisée des amateurs. Il est bientôt suivi par un chardonneret. Le chasseur dégage l'oiseau avec d'infinies précautions pour ne pas le blesser. Curieux, d'autres oiseaux observent le manège des piégeurs, comme ce cochevis huppé ou ces jeunes pies grièches perchées près de leur nid. Un lièvre, animal habituellement plutôt nocturne, nous rend une visite inopinée. Entre-temps, 2 chardonnerets ont été pris au piège. Un renard insomniaque passe non loin de là, probablement en quête d'une dernière proie avant d'aller se coucher. Conformément à la législation, la femelle est immédiatement relâchée. Le jeune mâle est placé dans une cage recouverte de toile afin qu'il ne se blesse pas en se cognant contre les barreaux. L'attente reprend. Le soleil est déjà haut, il commence à faire chaud. La dernière prise de la matinée sera une femelle qui, bien sûr, recouvrera sans tarder la liberté. En Espagne, la perdrix se chasse parfois avec un appelant mâle. Les spécialistes vous diront que les oiseaux provenant de tel ou tel endroit donnent de meilleurs résultats. C'est la même chose pour la tendrie.
Certaines régions ont la réputation de produire des appelants particulièrement efficaces. Cette efficacité n'est cependant pas garantie. Pour ce qui est du chardonneret, il existe à mon avis deux grandes régions productrices d'aplants, l'Andalousie et la province de Murcie. Pour la linotte, c'est plutôt la région de Ségovie, d'Avila, de Grenade, de Jaén, dans des endroits bien précis. Pour moi, ce sont les grandes régions d'origine en termes de qualité d'oiseaux. Ce ne sont pas les meilleures zones en termes de quantité, ça non. Autour de Ségovie, par exemple, on ne peut pas dire que les oiseaux soient très nombreux. À Caravaca de la Cruz, à l'ouest de Murcie, on utilise une méthode de capture originale, rare dans le reste de l'Espagne. Baptisée chasse au rameau, cette technique fait partie des traditions locales. Les piégeurs confectionnent de petites croix, soit avec des fibres naturelles, soit avec du plastique. Ils les enduisent ensuite de glu, une substance poisseuse destinée à retenir prisonnier l'oiseau qui vient à l'effleurer. Vamos, nene. Les croix sont disposées sur la cime d'arbres généralement fréquentés par les oiseaux de passage. La région est surtout connue pour ses linottes. C'est justement un spécimen de cette espèce qui vient d'être prise au piège. C'est une femelle, il faut donc la relâcher. Le piégeur doit tout d'abord la débarrasser de la glu qui s'est collée sur ses plumes. Para limpiar el bicho porque se pega un poco y entonces echándole tierra se limpia. Cette colle artisanale s'élimine facilement. Aucune autre substance n'est utilisée par les chasseurs. Les appelants jouent un rôle déterminant dans ce type de chasse. Ce sont eux qui, par leur chant, attirent leurs congénères vers les pièges disposés par les hommes. Lorsque tout est prêt, les piégeurs vont se poster à bonne distance en attendant l'arrivée des oiseaux. Les premiers ne tardent pas à pointer le bout de leur bec. Les quotas sont les mêmes quelle que soit la méthode de capture. Ils peuvent varier selon les régions, mais dans tous les cas, le nombre de prises autorisées est toujours calculé de manière à ne pas mettre en péril l'espèce dans la nature. Certains oiseaux semblent avoir flairé le piège.
Il arrive que l'oiseau laisse quelques plumes dans l'opération. Toutefois, cela n'affecte en rien ses chances de survie car elles sont très rapidement remplacées. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, rares sont les oiseaux qui acceptent de venir se poser sur l'arbre. La plupart préfèrent l'éviter. Dans la région de Murcie, cette méthode de chasse est uniquement pratiquée de la mi-juin à la mi-août. Il est en outre interdit de piéger des arbres situés à moins de 50 mètres d'un point d'eau, qu'ils soient naturels ou artificiels. Le piégeur doit savoir manipuler ses prises sans les blesser ni leur abîmer les plumes. Il doit le maintenir par le cou, entre le pouce et l'index, en laissant sortir la tête. De cette manière, le corps de l'animal n'est pas comprimé et le contact avec les plumes est réduit au minimum pour éviter les accidents. Le seul risque, c'est de voir l'oiseau partir. En fin de chasse, on ramasse les appelants et toutes les baguettes imprégnées de glu. Chaque croix doit être soigneusement désengluée. L'opération peut paraître fastidieuse, mais les adeptes de cette chasse ont la technique et ils s'acquittent de cette tâche sans trop de mal. Les baguettes sont toutes ramassées. Une croix oubliée dans un arbre constituerait un piège mortel pour les oiseaux. Baguettes et glu sont soigneusement rangés pour la prochaine fois. Après la chasse, les oiseaux capturés s'accoutument peu à peu à la présence de l'homme. Ils finissent par s'habituer à leurs ravisseurs et à leur nouvel environnement, au point de chanter dans leur cage comme s'ils étaient encore en pleine nature. Mais le destin des fringiles captifs n'est pas toujours simple. Sitôt capturé, l'oiseau doit subir une période d'acclimatation, généralement dans une cage recouverte d'une toile suffisamment fine pour laisser passer un peu de lumière et inciter ainsi l'animal à s'alimenter. Cette phase dure au moins une semaine. L'oiseau s'habitue progressivement à son nouvel environnement. Il entend ses compagnons de captivité enfermés dans les cages voisines. Il entend aussi parler les hommes et prend peu à peu confiance. Quand arrive le jour de retirer la toile, il a perdu en grande partie la peur instinctive qu'il avait des êtres humains.
il va pouvoir passer à l'étape suivante, l'apprentissage du chant. Tous ces oiseaux ont été capturés il y a quelques mois. Ils ont été progressivement acclimatés, sélectionnés sur leur qualité de chant. Si bien que les sujets retenus sont tous de bons chanteurs. À partir du mois de janvier, lorsqu'il fait beau, nous venons ici. Nous les sortons pour les faire chanter, les entraîner et pour faire une nouvelle sélection entre oiseaux de concours d'un côté et oiseaux appelants de l'autre. L'appelant a un chant plus bref, suffisant pour attirer ses congénères. L'oiseau de concours a un chant plus modulé, plus ample. Nous sommes donc ici pour faire un tri, pour voir quel oiseau est destiné à devenir un champion de concours de chant et quel oiseau fera un bon appelant pour la chasse. Vous les entendez chanter en ce moment. On se rend déjà compte que certains chantent mieux que d'autres. Ils ont presque tous fini, semble-t-il. Celui-là, là-bas, nous a fait un vrai récital. Celui-ci fait une pause, mais il n'a pas encore terminé. Certains oiseaux sont extraordinaires. J'en ai chez moi sur le balcon, dans la salle à manger, dans la buanderie. Un bon oiseau chanteur, c'est un oiseau qui chante spontanément, et souvent, et notamment quand il voit quelqu'un passer, sans avoir peur de l'homme. Dans un concours, il faut qu'il soit suffisamment détendu pour chanter dans toutes les situations. Il ne doit pas être effrayé par un mouvement de bras, une tête qui se baisse, etc. L'amateur doit donc s'efforcer d'habituer ses oiseaux au mouvement de l'homme. Dresser un oiseau n'est pas difficile, je ne crois pas. Il suffit d'y passer le temps nécessaire, c'est tout. Le problème, c'est de trouver un spécimen vraiment doué. Chanter, ça, tous les mâles peuvent le faire. Chanter vraiment bien, par contre, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Il est difficile de trouver l'oiseau rare. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Les capacités naturelles de l'oiseau, le don du dresseur, sa voix, l'environnement. L'espèce la plus difficile à faire chanter, c'est la linotte. C'est un oiseau inquiet, qui bouge beaucoup dans sa cage. Le chardonneret est certainement l'espèce qui chante le plus. Le verdier est aussi un chanteur né. Le serincini, qui est le plus petit de tous, est un merveilleux chanteur, très généreux, plein d'énergie. En concours, l'oiseau chanteur est noté par des juges selon un barème établi. Pour obtenir de bonnes notes, l'oiseau doit avoir subi un entraînement rigoureux qui peut varier selon le genre de concours auquel son propriétaire le destine. L'amateur cherche à développer les capacités de son poulain, soit en l'emmenant dans des zones fréquentées par un grand nombre d'oiseaux chanteurs, soit en lui passant des enregistrements. Si le sujet est réceptif, il élargira son registre au-delà du chant typique de son espèce.
Certains amateurs placent l'oiseau dans un compartiment spécial muni d'un petit haut-parleur. Isolé de l'extérieur, le futur champion entend uniquement les sons qui lui sont distillés par son maître. Il faut bien avouer cependant qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune méthode vraiment éprouvée donnant des résultats garantis. Dans les concours organisés sous l'égide de la Fédération ornithologique sylvestriste espagnole, la variété et la pureté du chant sont les deux critères majeurs retenus par les juges. 4 espèces sont admises à concourir: chardonneret, verdier, serincini et linotte, chaque classe étant divisée en 2 catégories, jeunes immatures et adultes. La Fédération espagnole de chasse regroupe également bon nombre de sylvestristes. Si le serin est exclu des concours qu'elle patronne, le pinson est admis en Catalogne et il existe une catégorie spéciale pour les mulets de chardonneret. Dans les concours de la Fédération ornithologique, les oiseaux chantent par groupe de 6 au maximum, sous la houlette d'un juge qui les note individuellement. Une fois leur prestation terminée, les oiseaux sont repris par leurs propriétaires. Les juges, qui notent toujours sans connaître le nom du concurrent, remettent ensuite les procès-verbaux aux participants. Le juge apprécie la réalisation d'un certain nombre de sons propres à chaque espèce. La note globale dépend de la variété et de la répétition des sons produits. Un oiseau peut également être pénalisé pour avoir émis des sons ne correspondant pas au chant typique de son espèce. Le barème appliqué n'est pas toujours bien connu des concurrents. Il faut avouer que les différentes fédérations ont du mal à se mettre d'accord, ce qui n'arrange pas les choses. Il y a des concurrents sérieux qui connaissent le système de notation. D'autres, par contre, ne sont jamais au courant. Il faut dire que dans certains concours, 7 est la note maximum, et les oiseaux n'ont que 10 minutes pour chanter. Chez nous, par contre, certaines séquences sont notées de 1 à 12. Le barème appliqué privilégie la musicalité, la beauté du chant. Un oiseau qui me fait plusieurs belles tirades sera bien noté, même s'il est un peu faible sur le reste. En d'autres termes, nous prenons en compte à la fois la qualité et la quantité, c'est-à-dire les répétitions de séquences remarquables. Ici, cet oiseau a réalisé en moins de 10 minutes 2 ou même 3 répétitions de tri principal. Ensuite, vous avez un certain nombre de sons anormaux qui pénalisent l'oiseau, qui lui valent des points négatifs. Sur la première ligne, vous avez ce que nous appelons les magistrales. Ce sont les trilles principales, qui peuvent être de différents types. Un oiseau peut faire... Il y a pour chaque espèce toute une série de magistrales classiques. Le juge doit les connaître et être à même d'en apprécier la réalisation. Il peut également arriver qu'un oiseau émette des sons qui ne sont pas typiques de son espèce.
L'association de sylvestrisme fait partie de la Fédération espagnole de chasse, au même titre que diverses autres activités traditionnelles. Les concours qu'elle organise diffèrent sensiblement de ceux de la Fédération ornithologique. Il y a des différences entre les deux circuits au niveau du nombre de perchoirs ou du nombre de juges. Les uns acceptent les mulets, pas les autres. Mais au bout du compte, les deux fédérations ont beaucoup de points communs. Le championnat d'Espagne réunit les 3 espèces d'oiseaux chanteurs communes à l'ensemble des provinces et régions du pays. Le chardonneret, le verdier et la linotte. Dans certaines fédérations provinciales, vous avez également des championnats de Serincini et même dans le cas de la Catalogne, des concours de pinsons. Le championnat national espagnol ne peut toutefois retenir que les espèces utilisées dans l'ensemble du pays. Il est censé rassembler la majorité des pratiquants, attirer un maximum de monde. Il ne peut pas s'arrêter à certains particularismes. Nous ne recherchons pas un oiseau qui chante beaucoup ou de manière répétitive. Nous voulons privilégier la qualité, c'est-à-dire un chant varié, très pur, bien exécuté. Ce sont ces critères qui sont notés individuellement. Ensuite, on fait le total des points positifs, moins les points négatifs, et le meilleur gagne. Malgré les divergences sur des points de détail, les membres des deux fédérations sont d'accord sur l'essentiel, à savoir sur l'objectif à atteindre lors des concours organisés par l'une ou l'autre. Les manifestations qui se tiennent en Catalogne sont par contre d'une toute autre nature. Ici, le sylvestrisme est une tradition très ancienne, profondément ancrée dans les mentalités. Les cages s'entassent par centaines, les unes à côté des autres. Les juges circulent parmi elles, notant les concurrences sur toute une série de détails, affichant les points au moyen de petits drapeaux plantés dans un bouchon de liège fixé au sommet de chaque cage. Chaque couleur vaut un certain nombre de points. Les juges procèdent par élimination progressive jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12 concurrents en lice qui sont finalement départagés par le nombre de points obtenus sur toute la durée du concours. Pour ce qui est des espèces, ce sont généralement les mêmes qu'au plan national, à une exception près. Vous avez ici un pinson. C'est l'oiseau que je préfère, en concours s'entend. C'est celui qui chante le premier le matin, et le plus longtemps. Outre le pinson, oiseau fétiche des aficionados catalans, le verdier est particulièrement apprécié. Quand il chante, c'est certainement le meilleur. Mais c'est aussi l'oiseau le moins fiable. Il va chanter parfaitement à la maison, et le jour du concours, il ne sortira pas une note. Ça, c'est le verdier. C'est tout ou rien. Avec les autres espèces, ça n'arrive jamais. Par contre, s'il se décide à chanter, c'est le meilleur. Le très populaire chardonneret est apparemment plus régulier.
Le chardonneret est un oiseau exceptionnel. Il a des sautes d'humeur, il est un peu bagarreur, mais il est généralement fiable et il a du cœur. Pour ce qui est de la bagarre, la linotte n'est visiblement pas en reste. La linotte mélodieuse est un oiseau très apprécié pour son élégance, la beauté subtile de son chant. En Catalogne, chaque concours attire des centaines de passionnés. Chacun arrive avec son champion dans l'espoir de décrocher un prix. La plupart sont des inconditionnels d'une espèce particulière qui, à leurs yeux, possède toutes les vertus. Ici, le sylvestrisme est plus qu'un passe-temps, c'est une religion. Nous sommes actuellement 12 000 pratiquants dans toute la Catalogne, répartis autour de Barcelone, de Banyoles, de Manresa. Nous regroupons en fait une centaine d'associations locales. Nos adhérents participent bien entendu aux concours organisés par notre fédération dans tout l'arrière-pays de Barcelone et autour de Manresa. Chaque concours rassemble dans la circonscription de Vic de 700 à 1300 oiseaux. À Barcelone, nous avons entre 400 et 700 oiseaux à chaque rencontre. À Manresa, nous avons entre 300 et 400 oiseaux à chaque concours. Même en Catalogne, les critères mis en valeur ne sont pas les mêmes dans toutes les circonscriptions. Ici, nous avons tendance à privilégier la rapidité du chant. À Barcelone, ce sera l'endurance. Dans notre circonscription, nous avons une préférence pour la linotte, en raison de son chant particulièrement mélodieux. À Barcelone, par contre, ils aiment mieux les verdiers, pour leur dynamisme et pour leur chant énergique, qui va s'accélérer. Les concours se terminent au printemps, en avril ou en mai. Mais avant la fin de la saison, tous les oiseaux qui n'ont pas été retenus pour participer au final ou servir de reproducteurs sont relâchés. Qui sait? Peut-être l'un des descendants de ces affranchis deviendra-t-il un jour champion d'Espagne dans sa catégorie. Surtout, espérer que les oiseaux ainsi libérés iront peupler les régions qui en ont le plus besoin. En attendant, les sylvestristes continueront de vivre à fond leur passion.